bonsoir Manuel Noblet. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette interview. Donc vous avez adapté le roman de Malice de Kerangal, Réparer les vivants, et vous avez joué dans un seul en scène, et vous avez joué la 100e il y a peu de temps. Ouais. Hier, plusieurs malaises ont lieu dans la salle. Est-ce que c'est habituel? Il y en a eu plusieurs. Il y a eu un malaise vagal, je crois. Ouais. Et on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de mouvements. Est-ce que c'est habituel? Du coup, il y en avait eu 2 avant la 100e. On est à 110 là, c'est le 3e. Donc on doit être à une moyenne de 2,5% de malaise. Non, alors je dis pas qu'on s'habitue, hein, mais maintenant je suis préparé à Avignon. Ouais. Dès la 15e représentation, il y a un monsieur qui s'était senti mal. Après, il disait que c'était aussi à Avignon, la chaleur, la clim, etc. Bon, et puis depuis, il y en a eu à Lille, à la 99e, il y a eu un évanouissement au moment où je dis clampage. Boum, j'ai entendu quelqu'un tomber. Donc là, tout à coup, c'est surprenant. Mais il y a aussi des gens qui sortent et qui s'excusent aussi parfois après. Ça, je trouve ça touchant. Des gens qui disent que ça les touche trop, ou qu'ils sentent que ils allaient faire un malaise ou une crise d'épilepsie. Un monsieur qui me disait, j'ai senti que ça me mettait dans une situation de. Il y a des familles, surtout des familles de donneurs ou des familles de receveurs. Des gens qui viennent là pensant, pouvoir entendre tout ça et qui se retrouvent confrontés à des choses trop personnelles. Moi, j'aime pas. Pour moi, c'est pas un gage de qualité qu'il y ait un évanouissement de cette nature-là. Je m'en passerais bien. Après, je me dis que bon, forcément, l'imaginaire des gens fait son travail. Moi, c'est ce que j'aime dans le seul en scène. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte. C'est que je cherchais un texte pour faire un seul en scène, et il a cette force nécessaire au seul en scène qui fait qu'on imagine tout. Et que étant seul face au spectateur, avec ces mots-là, en transmettant ces mots-là, je sais que les spectateurs vont voyager, imaginer les personnages, et que, du coup j'ai pas de temps à les jouer, et il y a plein de personnages que je ne joue pas, c'est juste une voix off, et d'autres où je donne quelques indices physiquement et sans trop changer ma voix non plus, mais qu'ils imaginent, et que c'est notre meilleure arme. Notre meilleur partenaire sur scène, c'est l'imaginaire du spectateur, et qui parfois les emmène dans des endroits critiques. J'ai dit pour Libération que vous silhouettez les personnages, et on a l'impression, quand vous avez fait Cordelia Hall, que vous preniez des formes féminines tout d'un coup, et c'était vraiment très très réaliste. Est-ce que vous avez fait un travail particulier pour... Non. Alors, le mot silhouetter, c'est vrai que ça m'est venu au fur et à mesure, parce que avec Benjamin Guillard, qui était mon partenaire, collaborateur, un œil extérieur dont j'avais besoin, parce que je savais comment, j'avais des intuitions sur la scénographie, les lumières, le traitement, et qui m'était venu au fur et à mesure de l'adaptation, en travaillant, en me disant il faut montrer peu de choses et que la lumière fasse les changements de décor, le son aussi, et je m'étais dit, il faut surtout pas faire le malin et faire une performance d'acteur qui jouerait tous les rôles. Il faut être sobre avec ce texte-là, avec ces émotions-là. Il faut, être pudique. Et donc, c'est un mot qui m'est venu assez vite en me disant, il va falloir juste donner quelques signes, silhouetter les personnages. Mais c'est vrai que, et Benjamin me disait ça, c'est comme un narrateur qui est dépassé par l'ampleur de l'histoire, avec plein de personnages, plein d'histoires à raconter et à résumer en 1h30, et que donc je me mets un peu à jouer des personnages, alors même que j'avais pas prévu de le faire. Cordelia, on l'entend, c'est une voix off, et puis quand je raconte quand même, parce que je voulais garder les moments de vie du roman, et donc quand je raconte la nuit précédente avec son amant, je fais 2-3 échanges, mais je prends pas trop une voix féminine non plus, mais oui, c'est vrai, je prends une pause peut-être un peu plus féminine. Je suis pas, ça me vient comme ça, quoi. J'ai volontairement pas voulu en faire trop, et les quelques fois où j'en faisais trop, Benjamin, à l'extérieur, me disait, vu qu'il veillait à toute cette direction d'acteur et à rester comme ça sur un film, il me disait, là, c'est peut-être too much. D'accord. Quand on lit le roman, on ressent une forte intimité à travers les mots de Malice de Kerangal, et il en est de même dans votre pièce. Vous avez travaillé pour rendre ce sentiment sur scène, pour le transmettre au public. C'était mon intuition de départ à la lecture.
meilleur allié qu'on a, c'est c'est être fidèle à sa première sensation de lecteur. Se dire que l'état dans lequel on est à la première lecture, c'est celui qu'il faut rendre par le travail. Moi, en tout cas, c'est un premier travail d'adaptation. J'avais jamais fait ça avant, et je me sentais pas, vu le sujet, j'avais aucune envie de surrajouter d'autres histoires, de venir raconter une histoire sur l'histoire, donner un point de vue, etc. Je me suis dit, si j'arrive à juste être fidèle à ce qui est raconté, qui est énorme, et parce que je m'y retrouve en tout point, j'aime tout ce qui est raconté, éthiquement, socialement, politiquement. J'ai rien à rajouter. Du coup, je me suis dit, il faut rester sur cette ligne-là. Et donc, le travail, c'était de concentrer, ne pas faire 7h20 de spectacle comme elle, quand elle enregistre le roman, et raccourcir en essayant de rester fidèle à tous les personnages. D'accord. Vous parliez d'avoir eu une intuition, et Catel qui les verrait a eu à peu près la même réaction. Donc, c'est la réalisatrice de Réparer les vivants, qui donc a déclaré avoir eu un instinct face à cette pièce. Est-ce que c'est de là que partent toutes les adaptations Je pense que c'est une réaction à une émotion, à un choc et une envie de le partager. Et de la même manière que le livre est beaucoup offert et partagé par beaucoup de lecteurs qui ont ces émotions à la lecture, je crois qu'effectivement l'envie de travailler sur un texte, il faut qu'il y ait un premier choc important, parce que après on y consacre 1 an, 2 ans ou plus de sa vie. Et donc il faut être sûr que ça nous parle et que ça nous touche à un certain endroit. Je sais que Caten, qui est verrée, elle dit que ça lui est arrivé comme un accident, ce texte, et que ça a répondu à des choses personnelles de sa vie à elle, qu'elle voulait et réparer et travailler par son art. Et moi, j'avais pas l'impression que ça répondait à des choses personnelles, au début en tout cas. Et en fait, c'était surtout un amour pour le texte, parce qu'au théâtre, quand même, le premier matériau, c'est les mots qu'on va porter, surtout sur un seul en scène. Et là, je savais que cette langue-là, elle me correspondait à moi dans mon envie de dire. Et puis après, oui, c'est sur le sens du texte, et tout ce qui porte. Là, ça répondait à des choses personnelles qui me sont importantes. Ouais. Concernant votre jeu d'acteur, quels sont les personnages que vous préférez interpréter dans votre pièce? Le plaisir, il est dans le changement. Mais c'est que, évidemment, que c'est une galerie de personnages, et c'est un conteur qui se prend au jeu de raconter tout ça. Donc c'est la succession qui me fait plaisir. C'est le fait d'essayer de capter l'attention du public dès le début, et de les emmener après en disant, alors qu'il y a des moments difficiles, de se dire, bon, bah, allez, tenez bon, il faut raconter l'histoire jusqu'au bout, allons-y. Et donc c'est cette tension à garder en ménageant des silences, des accélérations, des ruptures. Mon plaisir d'acteur, il est beaucoup là. Après, le personnage dont je suis peut-être le plus proche et pour lequel je compose vraiment rien, c'est Thomas, le coordinateur. Là, je me suis dit, bon, voilà, je fais comme si c'était moi. Est-ce que vous avez conçu votre spectacle en vous inspirant d'œuvres comme Maëlys Le Kerangal, qui dit écrire en portant ce qui s'est écrit avant? Elle s'est inspirée pour le titre d'une pièce de Tchekhov, Enterrer les morts et réparer les vivants. Ouais, et d'ailleurs, Maëlys, elle a ce qu'elle appelle la collection. C'est-à-dire que c'est étonnant, je connais pas d'autres auteurs qui fonctionnent comme ça. Mais avant d'écrire, elle garde sur sa table une dizaine d'œuvres qui l'accompagnent. Et alors, elle va pas puiser dedans, recopier, etc., mais ça l'accompagne. Ça laisse des traces, par exemple, comme une chanson de geste, elle a repris beaucoup dans le texte. Il n'y avait pas Platonov, mais il y avait François Villon aussi, qu'elle cite, etc. Et c'est des textes qui l'accompagnent. Elle ne sait pas tellement définir vraiment l'influence que ça a, mais c'est proche d'elle, c'est son univers. Et elle peut pas commencer à écrire si elle n'a pas sa collection qu'elle a déterminée, qui l'accompagne. Et alors moi, dans ce travail, je me suis pas dit, tiens, je vais piquer ça chez un tel, ou me laisser ou faire des dédicaces par-ci par-là.
Mais j'ai comme l'impression que depuis que je travaille depuis 15 ans comme acteur, collaborateur artistique ou ayant fait des lumières de spectacle, de la régie aussi, je sais faire, je sais organiser une équipe de travail, je sais, et puis j'ai une grande carrière de spectateur et on se forge des outils. On sait que ça on n'aime pas et je sais que si je mets un micro HF dès qu'on rentre dans le corps pour les opérations, ça fait un effet de zoom sonore que j'adore comme spectateur. Donc je l'utilise au moment où on fait ça. Je sais que une lumière qui change et qui dessine un carré au sol, qui fait un espace différent pour le bureau, c'est très simple à faire et ça marche. En tout cas, c'est mon abécédaire à moi en technique de théâtre. Et voilà, je pense que on est constitué de toutes nos expériences de spectateurs, d'acteurs aussi, des metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, des choses que j'ai aimées et pas aimées. Est-ce que vous avez eu peur de décevoir le large cercle de personnes qui avaient adoré réparer les vivants? Ah oui, et c'était même, je crois, une vigilance lors du travail qui allait avec cette intuition de départ qui était de pas en faire des caisses. Sauf pour Virgilio, l'italien, mais c'est dit dans le texte qu'il en fait des caisses, donc à un moment on est allé, puis on a besoin de respirer aussi, je crois, à un moment avec cette histoire. Mais dans le travail, je me disais, il faut être au plus près de cette première intuition, de ce que les gens ont aimé à la lecture. Et si moi, je vais toujours voir avec difficulté l'adaptation d'un roman ou d'un texte que j'ai aimé, et parce que on va me proposer d'autres images que les miennes. Et c'est pour ça que seul en scène, c'est possible de faire que les gens retrouvent un peu leurs images de lecteur, parce que je leur transmets le texte et ils peuvent reconvoquer leurs images. Et je leur en propose un petit peu d'autres, mais pas tant que ça. C'est pour ça que je montre pas trop de vidéos derrière, qu'il y a que 2 chaises et un drap et un surf. Mais oui, c'était une... Et comme moi, quand je commence à travailler, le bouquin n'est pas connu du tout, mais au tout début, mais je termine l'adaptation juste avant que Maëlys fasse la couverture de Télérama. En plus, après, il y a une dizaine de prix littéraires et ça devient un best-seller. Donc, je savais qu'à Avignon, ce serait aussi ma chance d'avoir des gens qui viennent ayant entendu parler du livre, mais ce serait le risque aussi, et qu'il fallait ne pas les décevoir, donc ne pas m'éloigner trop dans le travail je sais pas, d'une fidélité au texte. Après avoir passé un été entier à Avignon, qu'est-ce qui évolue dans une pièce? Qu'est-ce que vous avez changé? Avignon, c'était particulier parce que donc c'est 22 représentations au mois de juillet et puis et dans une salle pour le coup atypique parce que c'est la condition des soirs où a eu lieu la première, c'est un arrondi de pierre, c'est comme jouer dans un donjon et donc la plupart des gens qui revoient le spectacle jusqu'à ici à Valence, le programmateur me disait mais à Avignon il n'y avait pas ces vidéos parce que la moindre lumière faisait que sur cette pierre blanche la vidéo disparaissait et en fait elle y était mais on la voyait moins ou pas à certains moments et ben alors déjà ce qui évolue c'est moi dans mon jeu parce que je me rôde un spectacle c'est jamais prêt avant la 100e je sais pas mais en tout cas ça met du temps à se trouver, à s'équilibrer, à se roder. Et moi, mon plaisir d'acteur, il évolue aussi. J'ai changé des petites choses. J'ai adapté le spectacle déjà pour une version salle. Donc, j'ai refait des lumières, modifié un tout petit peu des vidéos, rajouté des petits morceaux de texte aussi. Je réfléchis à d'autres morceaux de texte que je voudrais remettre, des scènes que j'avais pas réussi à imbriquer. Peut-être que vu que je vais le jouer beaucoup, il est question de le jouer encore 200 fois. Peut-être que je vais le faire évoluer encore. Il y a parfois j'essaye, je rajoute une phrase par-ci par-là, mais il y a peut-être une ou deux séquences que je voudrais rajouter, une vidéo, des petites choses quoi, qui peaufinent le sens de l'œuvre et de la mise en scène et qui font évoluer aussi mon plaisir à jouer. Quel est le plus beau compliment que vous avez reçu concernant votre spectacle? Je sais pas bien. Il y a des compliments de gens qui
qui retrouvent l'œuvre telle qu'il avait imaginé. Ça, j'aime bien. Je me dis que sur la fidélité au texte, j'y suis arrivé apparemment. Souvent, il y a des gens qui parlent pas et qui sont émus. Bon, ça, juste, voilà, c'est très touchant. Après, j'aime beaucoup que des proches, des gens qui me connaissent bien, me disent on a complètement oublié que c'était toi, on était dans l'histoire. Ça, je crois que c'est ce qui fait le plus plaisir à un acteur. C'est quand les proches arrêtent de dire je t'ai vu en train de faire ceci, cela. Quoi. C'est quand ils oublient qu'ils sont portés par l'histoire et qu'ils nous voient plus tels qu'ils nous connaissent. Quoi. Ça, en général, c'est un bon indice. Okay. Quel est le conseil qui vous a le plus transformé et qui vous a le plus nourri en termes de changement, d'évolution, et de qui il venait? Je sais pas. Bon. En tout cas, dans les conseils, c'est forcément, je pense forcément à Benjamin qui était. Alors avant ça, il y a eu Jean-François Sivadi à qui j'avais demandé de me mettre en scène parce que moi au départ, je voulais pas me mettre en scène. C'est une hérésie de jouer et mettre en scène en même temps quand on est seul. Et il m'avait dit, mais d'abord qu'il avait pas le temps, et surtout il me dit, mais j'ai pas que je laissais aucune place à un autre metteur en scène. Il me dit, t'as choisi toute l'adaptation, le traitement scénographique, visuel, sonore, et c'est toi qui as envie de le jouer. Tu sais comment tu vas faire, avec quel costume, etc. Donc il me dit, c'est toi qui mets en scène. Tu laisses aucune place à un autre metteur en scène, donc assume, tu mets en scène. Mais le conseil précieux qu'il m'a donné, c'est il faut que tu aies quelqu'un à l'extérieur pour te diriger comme acteur, parce qu'un acteur, s'il est mal dirigé, il est mauvais. Et donc, et il m'a dit, choisis quelqu'un. Et là, j'ai choisi Benjamin Guillard, qui est un ami, metteur en scène par ailleurs, et excellent directeur d'acteur, dont je savais qu'il allait rien lâcher sur la précision du jeu et tout. Et qui du coup a collaboré aussi à la mise en scène, qui amenant certaines idées, m'aidant à couper aussi, parce que j'étais très attaché au texte et voilà. Donc je pense que dans tous les bons conseils, Benjamin a été là dès le début à veiller et surtout à me dire il faut qu'on soit sur un fil. De l'intérieur, je le sentais, mais il fallait son regard extérieur pour dire là on sombre un peu trop dans le pathos. Là on est, et en fait c'est une ligne de crête où si moi je suis très ému ou ça devient pathétique, c'est une émotion qui n'est pas pour le spectateur. Alors pour certains, ça peut être un peu froid, un peu comme si je maintenais l'émotion à distance, mais je pense que c'est la porte d'entrée pour être ému justement. Moi, j'aime pas les acteurs qui sont plus émus que moi sur scène, ça me vole mon émotion. Donc voilà, c'était rester sur ce fil-là qui était délicat. D'accord. Concernant le seul en scène, quels sont les plaisirs et les contraintes de cette forme de spectacle? Les plaisirs, c'est la partition de jeu qui est super. Le spectacle, il dure 1h25 et je n'arrête pas. Voilà, on peut, dans une carrière d'acteur, attendre les moments où on va avoir une belle partition, où on aime le personnage qu'on joue, où on aime tout et où on est sursollicité. Et moi, j'adore ça. Donc là, je remercie le metteur en scène que je suis du cadeau. Enfin, tout ça, c'est fait quand même. Voilà, c'était un truc bien prévu d'avance, d'avoir une belle partition comme ça à jouer. L'inconvénient, c'est quand je sors de scène, d'être tout seul. Voilà, la troupe manque. Bah ouais. Moi, j'ai été 15 ans comédien avec des troupes et l'ambiance de troupe, c'est irremplaçable. Et puis les échanges sur scène. Enfin, je continue à dire que le seul en scène, c'est avant. Enfin, certains disent c'est pas du théâtre. Je les entends. C'est une forme particulière de théâtre. Notre partenaire, c'est le public. Alors, je m'invente des partenaires avec des voix off, mais le théâtre, c'est un échange en direct avec d'autres et voilà. Et c'est vrai que ça me manque de pas avoir tout à coup au bout d'un certain moment, quelqu'un qui vient, qui amène son énergie, son écoute, son dynamisme et d'évoluer à plusieurs parce que moi, certes, le spectacle évolue, mais moins vite et moins fondamentalement parce que l'écoute du spectateur, même si le silence change d'un soir sur l'autre, que l'attention change, les réactions changent, c'est pas la même chose. Donc oui, j'ai hâte de retrouver des camarades de jeu. Ouais. Et du coup, comment vous faites pour pas vous lasser
d'une pièce que vous jouez en plus seul? Non, j'ai pas de technique, j'espère. Je sens que je suis pas prêt de m'en lasser. Donc, j'ai pas vu arriver la 100e. Je continue à jouer, avec ce plaisir d'une partition d'acteur grande et qui passe de par la légèreté, le drame, l'émotion, les accélérations, les ralentis, les silences. Je prends un plaisir fou à laisser ces silences plus ou moins pesants exister comme ça en fonction de ce que je sens de la salle. Et c'est arrivé 3 fois là jusqu'à présent où je compte 3 jours comme ça où j'y suis allé en me disant aujourd'hui j'ai raconter cette histoire, ça va être dur. Et puis être sur le plateau, dire ces mots-là, sentir le public qui rentre dans l'histoire et se dire là faut que je les entraîne parce que on peut être plus à l'économie dans le jeu quand on est avec plein de partenaires. Les soirs où ça va pas. Seul, il faut sauver sa peau. Et du coup, il n'y a pas un soir où je m'économise vraiment. Et au bout de 100 présentations, on sait aussi faire le spectacle, quoi qu'il arrive, même en étant avec une sinusite, en étant malade, etc. On sait tenir le spectacle. Et pourvu que ça dure. J'ai lu que vous aviez une manie qui est de prendre une photo par jour depuis 1999. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ah oui, j'ai fait ça 15 ans. Maintenant, je suis pas aussi systématique. Et je continue à prendre pas mal de photos. Mais j'ai un peu été dépassé par l'arrivée du numérique. Avant, je faisais une seule pause sur des pellicules, 36 poses, et une seule pause par jour. Et avec le numérique, j'en ai pris plus. Après, il faut les éditer, les imprimer. On peut garder que 365, donc il faut faire des choix. Et donc maintenant, je suis un peu dépassé. Mais je vais m'y remettre. Ça fait partie des résolutions de m'y remettre en les imprimant moi-même pour en garder peu. Mais il y a des rituels que je fais en tournée, par exemple, notamment un qui consiste à prendre une photo à chaque fois du démontage du spectacle. Le plateau à la fin, quand moi je quitte le théâtre, une fois que tout est démonté et que pour se souvenir du plateau où j'ai joué. Pour terminer cette interview, quels sont vos futurs projets? Je cherche. J'ai pas trouvé encore le texte. La barre est haute après Réparer des vivants et alors il paraît que maintenant je suis metteur en scène du coup. Mais moi c'est une envie d'acteur de jouer Réparer les vivants. Alors j'y ai pris goût et j'ai déjà dirigé d'autres acteurs et puis là j'ai fait une adaptation, mais une lecture concert d'un autre grand roman qui s'appelle Boussole de Mathias Sénard. Et voilà, donc j'ai des envies de mise en scène, bien sûr. Je vais peut-être aller plutôt vers le théâtre contemporain plutôt que vers l'adaptation de romans, même si ça me tente beaucoup et que c'est un terrain de jeu assez fascinant d'adapter les romans. Mais je lis des textes, il faut que j'en trouve un qui, politiquement, socialement et dans la qualité littéraire et dramaturgique soit assez fort. D'accord. Donc je l'ai pas encore trouvé. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Et félicitations pour votre spectacle qui est excellent. Merci.